Je fixais mon téléphone, relisant le message texte pour la 3e fois. Nous sommes trop fatigués du voyage de ta sœur pour assister à ta remise de diplôme, avait écrit maman. Amanda venait de rentrer de 3 semaines de tournée en Europe, tous frais payés par nos parents. Je devais obtenir mon diplôme de Harvard dans 2 jours. J'ai répondu, reposez-vous bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais été choisi comme major de promotion. Mon discours devait être diffusé à l'échelle nationale sur CESPAN. 4 années passées à être le fils invisible, et ce moment était censé être le mien. Au lieu de cela, je me tiendrais seul sur cette scène. Le matin de la remise des diplômes arriva, avec une météo parfaite pour la Nouvelle-Angleterre. Le soleil filtrait à travers les arbres de la cour de Harvard, projetant des ombres mouchetées sur les bâtiments historiques. J'ajustais ma toque et ma toge, regardant les familles affluer sur le campus. Les parents portaient des fleurs, les frères et sœurs tenaient des pancartes de félicitations, et les grands-parents se dirigeaient lentement, mais fièrement, vers leur siège. Je me tenais seul près de l'église Memorial Church, vérifiant mon téléphone une dernière fois. Rien. Aucun changement d'avis de dernière minute, aucune arrivée surprise, juste le silence de Philadelphie. Mon colocataire, Tyler, me trouva là. Ses parents étaient juste derrière lui, sa mère ayant déjà les larmes aux yeux de fierté. Elle serra Tyler dans ses bras, puis se tourna vers moi. « Murray, où est ta famille ?» Je forçai un sourire. Ils n'ont pas pu venir, des problèmes de travail. Le père de Tyler, un homme gentil nommé Robert, qui enseignait l'anglais au lycée, posa sa main sur mon épaule. « Alors tu seras assis avec nous à la réception, sans discussion possible. » La mère de Tyler, Sarah, insista pour prendre des photos avec moi. Elle se plaça entre Tyler et moi, rayonnante comme si j'étais son propre fils. Leur gentillesse rendait l'absence encore plus douloureuse. La cérémonie commença avec le faste traditionnel. Des milliers de diplômés remplissaient la cour. La présidente de l'université, Christinae, souhaita la bienvenue à tout le monde, parla de réussite et d'opportunités, des responsabilités qui accompagnaient une éducation à Harvard. Puis elle me présenta. Je me dirigeai vers le podium, le cœur battant. Mon discours était intitulé « L'investissement invisible ». Je l'avais écrit et réécrit des dizaines de fois, essayant de trouver l'équilibre entre l'honnêteté et la dignité. J'ai commencé à parler des étudiants qui finançaient leurs propres études, de ceux qui n'avaient aucun filet de sécurité, pas d'argent familial sur lequel se rabattre, pas de parents pouvant appeler des amis influents. J'ai parlé du fait de travailler 3 emplois pendant les vacances d'été, de choisir le plan de repas du réfectoire en fonction du coût plutôt que des préférences, et de passer les vacances sur le campus parce que les billets d'avion pour rentrer chez soi étaient trop chers. Ensuite, j'ai changé de sujet. Certains d'entre nous apprennent tôt que l'amour vient avec des conditions. J'ai dit que votre valeur était mesurée par rapport aux réalisations d'un frère ou d'une sœur, et qu'être le mauvais enfant signifie être l'enfant invisible. Je n'ai pas nommé mes parents, je n'en avais pas besoin. J'ai parlé de la douleur de réaliser quelque chose d'extraordinaire et de n'avoir personne de son propre sang qui s'en soucie suffisamment pour en être témoin, de ce genre spécifique de solitude qui vient de l'indifférence familiale plutôt que de l'absence. Ma voix est restée stable, mais l'émotion emplissait chaque mot. Quand j'ai fini, le silence a duré 3 battements de cœur avant que les applaudissements n'éclatent. Ce n'était pas un applaudissement poli de félicitations. C'était tonitruant, soutenu, émotionnel. Les gens se levaient, certains pleuraient. Après la cérémonie, Tyler et ses parents m'ont emmené déjeuner dans un restaurant à Harvard Square. Sarah n'arrêtait pas de me toucher le bras, me demandant si j'allais bien. Robert me dit que mon discours était la chose la plus puissante qu'il ait entendue en 30 ans d'assistance à des remises de diplômes. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 3 heures de l'après-midi, notification Twitter, identification Instagram, message Facebook. J'ai ouvert Twitter et j'ai vu des extraits de mon discours partout. Quelqu'un l'avait enregistré et avait posté la vidéo. Elle se propageait comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. Ce major de promotion de Harvard dit la vérité sur la négligence familiale et ça me fait sangloter. Quand il a parlé d'être l'enfant invisible, j'ai ressenti ça dans mon âme. Partagez ceci partout. Voici à quoi ressemble la vraie réussite. Les médias l'ont reprise. Le discours émouvant du major de promotion de Harvard sur la négligence familiale devient viral. Le meilleur diplômé dit la vérité sur l'amour conditionnel. En soirée, la vidéo totalisait 5 millions de vues. Puis les appels ont commencé, « Maman, papa,
Amanda. Encore et encore, les messages vocaux s'accumulaient. Le message de maman, Murray, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu parlais? Nous serions venus. Rappelle-moi immédiatement. Celui de papa, à quoi pensais-tu? Ce discours nous a fait passer pour de terribles parents. Nous devons en parler. Celui d'Amanda, tu es sérieux là? Sais-tu ce que tu as fait? Des gens m'envoient des messages horribles. Appelle-moi. Je les ai tous ignorés. Tyler et moi sommes allés à une fête avec nos camarades de classe. J'ai essayé de profiter de ma réussite, mais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. À minuit, j'avais 73 appels manqués. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner dans un café lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Mon instinct professionnel m'a fait répondre. Murray, c'est Janet Carlson de Whitman & Associates. Mon ventre se noua. Whitman & Associates était le cabinet de conseil prestigieux où j'avais accepté un poste à partir d'où. Janet était une associée principale, quelqu'un 3 niveaux au-dessus du recruteur qui m'avait embauché. Bonjour, parvins-je à articuler. J'ai vu votre discours, dit-elle. Son ton était neutre, indéchiffrable. Nous devons parler. Pouvez-vous me rejoindre pour un café aujourd'hui? Quelque chose dans sa voix envoya des signaux d'alarme dans mon cerveau. Ce n'était pas un appel de félicitations. Bien sûr, dis-je. Quand et où? J'ai rencontré Janet dans un café tranquille près de la rivière Charles. Elle avait une 50aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine, ses cheveux noirs tirés en un chignon professionnel. Elle commanda un café noir et alla droit au but. Votre discours était puissant, commença-t-elle, honnête et émouvant. Dans d'autres circonstances, je vous féliciterais sans réserve. Ma poitrine se serra. Dans d'autres circonstances, soupira Janet. Notre plus gros client est Peterson Media Group. Richard Peterson est propriétaire de l'entreprise. Il a vu votre discours hier soir. Ce matin, il a appelé notre associé gérant directement. J'ai attendu, sachant déjà que cela allait quelque part de terrible. Richard Peterson est passionné par les valeurs familiales, les structures traditionnelles, le respect générationnel, tout ce cadre-là. Il a trouvé votre discours troublant. Il s'est inquiété que l'entreprise embauche quelqu'un qui attaquerait publiquement sa propre famille. Le mot « attaque » atterrit comme un coup de poing. Je n'ai attaqué personne, j'ai parlé de mon expérience. Je comprends cela, dit Janet, et elle semblait sincère. Vraiment. Mais le compte de Peterson représente 12 millions de dollars par an. Il menace de réviser son contrat avec nous si nous procédons à votre embauche. Le café devint soudain trop chaud. Alors, je suis viré avant même de commencer? Pas encore, dit Janet avec précaution. Mais nous avons besoin de gérer les dégâts rapidement. Peterson veut voir des preuves que vous avez une relation fonctionnelle avec votre famille. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes stable, mature, capable de représenter l'entreprise. Comment suis-je censé fournir cela exactement? Janet se pencha en avant. Publiez une déclaration publique clarifiant que votre discours ne concernait pas spécifiquement vos parents. Faites une interview médiatique montrant la réconciliation familiale. Faites apparaître vos parents avec vous. Démontrez qu'ils vous soutiennent. Montrez au monde que c'était un malentendu, que vos relations familiales sont solides. Je la fixai. Vous voulez que je mente? Je veux que vous gériez votre image publique, corrigea-t-elle. C'est du conseil, Murray. La perception compte. Les relations clients comptent. Je vous apprécie, je pense que vous serez excellent à ce poste, mais j'ai besoin que vous régliez cette situation, sinon je ne pourrai pas protéger votre offre. Elle glissa une carte de visite sur la table. Elle appartenait à une consultante en relations publiques. Appelez-la aujourd'hui. Elle peut vous aider à élaborer le bon message et à parler à vos parents. Réglez ça. Vous avez une semaine. Après le départ de Janet, je suis resté seul avec mon café froid, essayant d'assimiler. Mon moment de vulnérabilité honnête était désormais un passif professionnel. Mon refus de prétendre que tout allait bien avait mis ma carrière en danger. Mon téléphone vibra. Un autre message vocal de maman. Je l'ai finalement écouté. Murray, assez de cette grève du silence. Tu as embarrassé toute cette famille. Amanda reçoit des messages haineux d'inconnus.
Les collègues de ton père lui posent des questions inconfortables. Tu dois arranger ça immédiatement. Rappelle-moi. Aucune excuse. Aucune reconnaissance d'avoir manqué ma remise de diplôme, juste de la colère parce que je les avais fait mal paraître. J'ai dû essayer, cependant, pour mon travail. J'ai envoyé un SMS à mes parents. Peut-on se voir? Je rentre à Philadelphie. Maman a répondu en quelques minutes. Finalement, demain à 14 heures. À la maison. Le trajet vers Philadelphie le lendemain a pris 6 heures. J'avais grandi dans une banlieue confortable, le genre d'endroit où les pelouses étaient parfaitement entretenues et où les voisins se faisaient concurrence pour les décorations de Noël. La maison de mes parents était une coloniale de 4 chambres avec des volets noirs et un garage pour 2 voitures. La Mercedes d'Amanda était dans l'allée. J'ai sonné à la porte même si j'avais une clé. Cela me semblait mal d'entrer simplement. Papa ouvrit. Donald Murphy avait 58 ans, toujours en forme grâce à sa routine de gym, portant un pantalon kaki et un polo de golf, bien que ce fût un mardi après-midi. Il était cadre intermédiaire chez Barrett Pharmaceuticals, suffisamment réussi, mais toujours légèrement rancunier de ne pas avoir monté plus haut. Entre, dit-il sèchement. Le salon était exactement comme je m'en souvenais, les récompenses immobilières de maman sur la cheminée, des photos de famille couvrant les murs, bien que j'ai remarqué que le ratio était d'environ 3 photos d'Amanda pour une qui m'incluait. Maman, Barbara, était assise sur le canapé couleur crème, les bras croisés. Amanda était assise à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Personne ne m'a serré dans ses bras, personne n'a dit félicitations. Assieds-toi, dit maman, désignant la chaise en face d'eux. Je m'assis. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, commença maman. J'ai perdu 2 clients cette semaine, parce que leurs amis ont vu ce discours et maintenant ils pensent que je suis une sorte de mère monstre qui a négligé son fils brillant. La réputation de ta mère est tout dans l'immobilier, ajouta papa. Tu as nui à sa carrière professionnelle, et des gens m'envoient des menaces de mort, intervint Amanda, levant les yeux de son téléphone. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait 25 ans, 2 ans de plus que moi, et vivait à la maison depuis qu'elle avait obtenu son diplôme d'un collège privé entièrement payé par nos parents. Des inconnus me disent que je suis une gamine gâtée, que je ne mérite pas l'amour de mes parents. C'est insensé, Murray. Je pris une respiration. Je ne voulais blesser personne. Je parlais de mon expérience. Ton expérience? La voix de maman s'éleva. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, payé tes dépenses jusqu'à tes 18 ans. Vous avez payé intégralement le collège d'Amanda, dis-je doucement. Je n'ai rien eu. Tu as eu des bourses, dit papa. Tu n'avais pas besoin de notre aide. Amanda en avait besoin. Ça s'appelle être pratique. La logique tordue était si familière qu'elle ne faisait presque plus mal. Presque. Écoutez, dis-je, essayant une approche différente. Mon offre d'emploi est en péril à cause de la publicité. J'ai besoin de gérer les dégâts. Une déclaration publique, peut-être une photo de famille, quelque chose qui montre que nous allons bien. Maman et papa échangèrent un regard. Nous avons déjà parlé à un avocat, dit papa. Bill Henderson, mon colocataire de collège. Il est spécialisé en diffamation. Mon sang se glaça. Diffamation? Tu as insinué à la télévision nationale que nous étions des parents négligents, dit maman. C'est diffamatoire. Bill pense que nous avons une bonne cause. Ton discours nous a causé un préjudice financier mesurable. Vous me poursuivez en justice? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Nous y réfléchissons, dit papa. À moins que tu ne règles ça. Nous voulons 50 000 $ pour les dommages à la réputation. Nous savons que tu as des économies grâce à tes bourses et à tes emplois sur le campus. Tu nous paies, nous signons une décharge, et nous ferons ta petite réconciliation de relations publiques pour ton emploi. J'avais l'impression d'être entré dans une réalité alternative. Vous voulez que je vous paie 50 000 $ pour que vous fassiez semblant de me soutenir? Nous voulons une compensation pour ce que tu nous as coûté, dit maman froidement. Amanda souriait légèrement, continuant à faire défiler son téléphone. Elle semblait apprécier cela. Je me levai. J'ai besoin de réfléchir à ça. Tu as 48 heures, dit papa. Après ça, Bill dépose la plainte.
Je suis sorti de cette maison tremblant de rage et d'incrédulité. J'ai roulé vers Cambridge dans un état second, me souvenant à peine du trajet. Tyler me trouva assis dans notre appartement à minuit, fixant le vide. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Ils veulent $50 000, sinon ils me poursuivent en justice pour diffamation. » La mâchoire de Tyler tomba. « C'est de l'extorsion. » Dis ça à leur avocat. Mon téléphone sonna. Amanda. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Murray. Sa voix était douce, presque mielleuse. Je suis tellement désolé pour tout à l'heure. Maman et papa sont ridicules. Le changement de ton était discordant. Vraiment? Oui. Écoute, je sais que je n'ai pas été génial aujourd'hui, mais j'ai réfléchi. Toute cette situation est un désastre. Tu ne devrais pas avoir à leur payer quoi que ce soit, c'est de la folie. Un sentiment de soulagement m'a envahi. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. On peut se voir demain? Juste nous deux? Je veux t'aider à trouver une solution. Peut-être que je peux leur parler, les convaincre de laisser tomber cette histoire de procès. Tu ferais ça? Tu es mon frère, dit-elle. J'aurais dû être là pour toi avant. Laisse-moi arranger les choses. Il y a un café près de Ritenu Square. Et si on déjeunait à 13h? J'ai accepté, me sentant plein d'espoir pour la première fois depuis des jours. L'après-midi suivant, j'ai repris le train pour Philadelphie. Le café était chic, le genre d'endroit qu'Amanda adorait. Elle était déjà là, portant des lunettes de soleil de créateur et une robe élégante, buvant un café glacé au lait. Elle m'a serré dans ses bras à mon arrivée, ce qui m'a surpris. Je suis contente que tu sois venue. Nous avons commandé à manger et avons discuté. Elle semblait sincèrement sympathique au début, me posant des questions sur Harvard, sur ma situation professionnelle, sur la façon dont je gérais tout. J'ai commencé à me détendre. Puis son ton a changé. Alors, j'ai réfléchi, dit Amanda. Toute cette histoire de discours viral, c'est en fait une opportunité pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a sorti son téléphone et m'a montré un compte Instagram. Il avait un en-tête d'aspect professionnel, Amanda Murphy, style de vie et aperçus familiaux. La biographie disait, sœur du major de promotion de Harvard, partageant notre parcours. J'ai commencé ça il y a 3 jours, dit-elle. J'ai déjà 20 000 abonnés. Les gens sont fascinés par notre histoire. J'ai eu froid. Notre histoire? Pense-y, Murray. Tu es célèbre en ce moment. Je peux en tirer parti. Je publie des messages sur le fait d'être une sœur solidaire d'un frère qui a réussi, sur la dynamique familiale, sur le dépassement des défis. Des marques me contactent déjà pour des parrainages. Tu monétises mon discours de remise de diplôme. Notre situation familiale, me corrigea-t-elle. Et je veux que tu y participes. Fais du contenu commun avec moi, apparaît dans mes publications. Peut-être que nous pourrions lancer une chaîne YouTube ensemble. Nous pourrions gagner beaucoup d'argent, Murray, je parle de sommes à 6 chiffres d'ici 1 an, si nous jouons bien nos cartes. Je la fixais. Tu es folle? Je viens de te dire que mon emploi est en jeu à cause de cette publicité, et tu veux que je fasse plus de contenu? Son expression se durcit. Je t'offre une opportunité. Cela pourrait être bon pour nous deux. Non, Amanda. Absolument pas. Je veux récupérer ma vie, pas plus d'attention. Elle posa son café glacé avec précaution. C'est décevant. Je suis désolé si vouloir de l'intimité te déçoit. Voici le truc, Murray. Sa voix devint froide. J'ai déjà été contacté par des producteurs de plusieurs médias. Ils veulent m'interviewer à ton sujet, sur ce que tu étais vraiment en grandissant, pour savoir si ton discours était véridique ou exagéré. Mon estomac se contracta. De quoi parles-tu? Je dis que j'ai une histoire à raconter. Je peux raconter la version où je te défends, où je te soutiens, où je confirme tout ce que tu as dit, ou je peux raconter une version différente. Une où tu étais en fait un enfant difficile, rancunier, qui a rendu notre enfance misérable. Où tu m'as toujours envié d'avoir plus de succès social. Où ce discours était une vengeance, pas la vérité. Tu mentirais sur moi. Je partagerai ma perspective. J'ai des SMS, Murray.
Des photos de nos enfants où tu as l'air en colère ou distant. Je peux les contextualiser comme je veux, et les gens me croiront parce que je suis la sœur sympathique qui est harcelée en ligne à cause de ce que tu as dit. J'avais la nausée. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es égoïste, lança-t-elle. C'est une opportunité unique et tu es trop fier pour l'avoir. Aide-moi à construire cette marque, où je raconte ma version de notre histoire. Ton choix. Je me levai. On a fini ici. Tu as jusqu'à vendredi, cria-t-elle après moi alors que je sortais. C'est là que je fais l'interview avec Rise and Shine America. J'ai déjà dit oui. La question est de savoir si je te défends ou si je t'enterre. J'ai réussi à atteindre la gare avant que mes mains n'arrêtent de trembler. Ce soir-là, j'ai reçu un email qui confirmait qu'Amanda ne bluffait pas. Il provenait d'une productrice de Rise and Shine America, une émission matinale nationale majeure. Ils avaient réservé Amanda pour un segment sur la dynamique familiale à l'ère des médias sociaux. Ils m'invitaient à participer, mais le ton indiquait clairement qu'ils avaient déjà décidé de leur angle. J'allais être le méchant. Tyler me trouva devant mon ordinateur portable, lisant l'email pour la 5e fois. Elle le fait vraiment. On dirait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en avais aucune idée. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de panique et d'impuissance. J'ai appelé la productrice de Rise and Shine America, essayant d'expliquer mon point de vue, mais elle fut polie mais évasive. Nous serions ravis d'inclure votre perspective, Murray, mais Amanda a déjà confirmé, et nous devons avancer avec le segment comme prévu. Je n'avais pas les moyens d'engager un avocat pour envoyer une mise en demeure. Une simple consultation coûtait déjà $300 de l'heure, et l'avocat à qui j'ai parlé m'a dit que je devrais leur verser au moins $15 000 d'avance pour entreprendre une action réelle. Mes économies provenant des bourses et des emplois à temps partiel totalisaient environ $60 000, mais cet argent était censé être mon filet de sécurité pour déménager et commencer mon nouveau travail, premier et dernier mois de loyer, meubles, tout. J'étais piégé. Mes parents voulaient $50 000. Un avocat coûterait $15 000, et j'avais encore besoin d'argent pour vivre. L'émission matinale a été diffusée un jeudi. Tyler et moi l'avons regardée ensemble dans notre appartement, tous deux silencieux et tendus. Amanda était parfaite à l'écran. Elle portait un pull rose pâle, un maquillage minimal, ses cheveux coiffés en vagues lâches. Elle paraissait vulnérable, sympathique, légèrement blessée. L'animatrice, Melissa Cameron, la présenta avec une mine inquiète. Vous êtes la sœur de Murray Murphy, le major de promotion de Harvard dont le discours de remise de diplômes émotionnels est devenu viral. Ce discours a brossé un tableau de négligence familiale. Vous êtes ici pour partager votre perspective. Amanda hocha la tête, les yeux déjà brillants de larmes. Merci de me recevoir, Melissa. Cela a été incroyablement difficile. Parlez-nous de votre frère. Amanda prit une respiration. Murray et moi avons grandi ensemble dans un foyer aimant à Philadelphie. Nos parents ont travaillé dur pour subvenir à nos besoins. Mais Murray a toujours eu du mal avec le ressentiment. Il était très universitaire, très sérieux, et je pense qu'il a senti que nos parents n'accordaient pas la même valeur à ses réalisations qu'à ma personnalité plus sociale et extravertie. Donc, vous dites que la négligence qu'il a décrite n'était pas réelle? Je dis que Murray a toujours vu les choses à travers le prisme de la compétition. Quand nos parents ont payé mon collège, c'était parce que j'avais besoin de ce soutien. Murray a obtenu des bourses. Il était brillant. Mais au lieu d'être fier de son indépendance, il a été rancunier parce que j'avais besoin d'aide. Il comptait les points pour tout. Elle montra des photos à l'écran. Une d'un Noël en famille où j'étais assis à l'écart de tout le monde, l'air grave. Ça, c'est typique de Murray, dit Amanda. Toujours à se séparer, puis à nous blâmer pour la distance qu'il a créée. Une autre photo de la remise des diplômes d'Amanda au lycée où j'étais en arrière-plan, sans sourire. Il n'arrivait même pas à être heureux pour moi lors de ma propre remise de diplôme. Nos parents l'ont remarqué. Ça leur a fait mal. Melissa hocha la tête avec sympathie. Ça a dû être difficile pour la famille. Ça l'a été. Et maintenant ce discours, Melissa. Nos parents sont dévastés. Ils ont manqué sa remise de diplôme à Harvard parce qu'ils étaient épuisés. Ma mère a une carrière exigeante dans l'immobilier. Mon père travaille 60 heures par semaine. Ils ne sont pas parfaits, mais ce ne sont pas des monstres. Pourtant,
Murray a choisi de les dépeindre ainsi à la télévision nationale, sachant que ça deviendrait viral. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? La voix d'Amanda se brisa légèrement. Je pense que Murray a porté ce ressentiment si longtemps qu'il a finalement trouvé une plateforme assez grande pour leur faire du mal. C'est de la vengeance. C'est calculé. Et honnêtement, c'est effrayant. Nous sommes sa famille, et il est prêt à nous détruire publiquement pour attirer l'attention. Lui avez-vous parlé depuis le discours? J'ai essayé. Il ne répond pas à mes appels. Il ne veut pas s'engager. J'espère juste qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin. Nous l'aimons, nous l'aimerons toujours, mais nous ne pouvons pas permettre ce genre de comportement néfaste. Le segment se termina par Melissa remerciant Amanda et encourageant les téléspectateurs à réfléchir de manière critique aux moments viraux et aux histoires que nous ne voyons pas. En moins d'une heure, le récit avait complètement basculé. Twitter a explosé. Donc, le diplômé de Harvard était en fait le problème depuis le début. Sa sœur semble sincèrement blessée. Peut-être avons-nous jugé les parents trop rapidement. Cas classique d'enfant gâté qui critique sa famille pour obtenir de la sympathie. Des articles d'opinion sont apparus sur les sites d'information. Quand le succès engendre la cruauté, le côté sombre de la culture de la réussite. Le discours viral du major de promotion de Harvard, un récit édifiant sur l'humiliation publique. Quelqu'un a lancé le hashtag Team Amanda. Mon téléphone sonna à 11 h du matin. Janet Carlson de Whitman & Associates. Murray, je viens de regarder Rise and Shine America. J'ai fermé les yeux. Janet, ce n'était pas vrai. Elle ment. Richard Peterson a rappelé notre associé gérant. Il a spécifiquement demandé que nous retirions votre offre. Je suis désolé, Murray. Le cabinet ne peut pas être associé à cette controverse. Votre offre d'emploi est officiellement annulée. La ligne se coupa. J'avais perdu mon emploi avant même de commencer. Tyler était furieux pour moi. C'est insensé. Tu dois te défendre. Raconte ton histoire. Qui va écouter? Amanda avait l'air d'une victime là-haut. Alors on fait en sorte qu'il te croie, puis on fait en sorte qu'il la croie. Mais je me sentais paralysé. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'écroulait. Ma réputation était détruite. Ma famille coordonnait une campagne systématique contre moi, et je n'avais aucune ressource pour me défendre. Une lettre recommandée arriva le lendemain. J'ai signé pour la recevoir, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un avis formel d'intention de déposer une plainte en diffamation. Mes parents me poursuivaient en justice pour 200 000 $ de dommages et intérêts. La lettre incluait une offre de règlement. Il descendait à 50 000 $ si je signais un accord de non-divulgation, publiais des excuses publiques déclarant que mon discours était exagéré et injuste, et acceptais de ne plus jamais parler d'eux publiquement. J'avais une semaine pour répondre. Jointe aux documents légaux se trouvait un article imprimé d'un site web à potins. Le titre était « Le major de promotion de Harvard a-t-il plagié son discours viral ?» L'article citait des sources anonymes affirmant des similitudes entre mon discours et d'autres discours de remise de diplôme. Il montrait des comparaisons côte à côte qui étaient clairement exagérées, prenant des phrases courantes et les faisant paraître suspectes. Mais le mal était fait. La graine du doute était plantée. L'article citait un expert en éducation disant « Si ces allégations sont vraies, Harvard devrait enquêter. L'intégrité académique est primordiale. » J'ai montré à Tyler. Ils essaient de détruire mon diplôme maintenant. Tout ce que je suis. C'est coordonné, dit Tyler. Ta famille est derrière ça, ça ne peut être que. Je me suis assis sur notre canapé usé, entouré de cartons de déménagement que j'avais commencé à emballer pour un emploi que je n'avais plus, et j'ai senti tout le poids de la situation s'abattre sur moi. Je n'avais plus d'emploi. J'étais confronté à un procès que je ne pouvais pas me permettre de contester. Mon intégrité académique était remise en question. Ma famille avait transformé mon moment de vulnérabilité en arme et avait retourné le monde entier contre moi. Je ne m'étais jamais senti aussi complètement vaincu de ma vie. J'ai à peine dormi pendant 3 jours. Je restais éveillé, faisant défiler les commentaires vicieux sur moi en ligne, lisant article après article me dépeignant comme un fils ingrat et manipulateur qui avait trahi sa famille aimante pour attirer l'attention. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Amanda dans cette émission matinale, ses larmes parfaitement jouées, ses mensonges calculés. Tyler m'a finalement pris mon téléphone de force la 3e nuit. Tu te détruis.
Il faut que ça s'arrête. Quel est l'intérêt, ai-je demandé. C'est fini. Tout est fini. Non, dit fermement Tyler. Ça ne l'est pas. Tu vas te battre. Avec quoi? Je n'ai pas les moyens de prendre un avocat. Je n'ai pas d'équipe de relations publiques. Amanda a les médias de son côté. Mes parents ont de l'argent et un avocat. Je n'ai rien. Tu as la vérité, dit Tyler. Et je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Tyler terminait sa première année de droit. Il avait mentionné une professeure qu'il admirait, Helen Baxter, qui enseignait le droit des médias et avait un cabinet privé à côté. Tyler lui a envoyé un SMS cette nuit-là, expliquant la situation en bref. Elle a répondu le lendemain matin, « Venez à mon bureau. » 14 heures. Le bureau d'Helen Baxter était dans un bâtiment près de Boston Common. Elle avait la quarantaine, des cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval pratique, portant un jean et un sweatshirt de la faculté de droit de Harvard. Son bureau était couvert de dossiers et de revues juridiques. « Asseyez-vous, dit-elle, désignant les chaises en face de son bureau. Tyler m'a donné les bases. Racontez-moi tout depuis le début. Je lui ai raconté toute l'histoire, la remise des diplômes, le discours, le moment viral, la menace de procès de mes parents, la trahison d'Amanda, l'émission matinale, la perte de mon emploi, les accusations de plagiat, tout. Hélène écouta sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, elle s'est assise et m'a examiné. Vous savez que ce qu'ils font est de l'extorsion, n'est-ce pas, dit-elle. Menacer d'un procès pour soutirer de l'argent, c'est un cas d'école. Puis-je le prouver? Peut-être. Avez-vous de la documentation? Quelque chose qui montre le schéma de comportement que vous avez décrit dans votre discours? J'y ai réfléchi. J'ai des cartons de choses en garde-meuble depuis mon enfance, depuis le lycée. Je ne jette jamais rien. Récupérez ces cartons, dit Hélène. Tout. Nous devons construire votre défense et potentiellement une contre-attaque. Au cours de la semaine suivante, Tyler et moi avons conduit jusqu'à l'unité de stockage à Cambridge où je gardais ma vie dans des boîtes. Nous avons tout ramené à notre appartement et avons trié des années de souvenirs accumulés. Ce que nous avons trouvé était accablant. Email après email de mes parents refusant d'assister à mes événements. Nous ne pouvons pas venir à ta soirée de récompense académique, nous devons aider Amanda avec ses affaires de sororité. Nous ne serons pas à la finale de ta compétition de robotique. Amanda a un spectacle de danse. Les dossiers financiers que j'avais conservés montraient l'ampleur de l'inégalité. Un tableau que mes parents avaient fait pour les impôts montrait qu'ils avaient dépensé 160 000 $ pour l'éducation universitaire d'Amanda dans une école privée. Ma contribution, 0. Des messages textes que j'avais capturés au fil des ans racontaient leur propre histoire. Ma mère me textant à l'âge de 18 ans, « Je ne peux pas t'aider à emménager dans ton dortoir demain. Amanda a besoin de faire du shopping de meubles pour son appartement. » Le SMS de mon père pour mon 20e anniversaire, « Désolé, nous ne pouvons pas venir à ton dîner d'anniversaire. Nous emmenons Amanda à New York pour le week-end. » Des photos de vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité, Floride, Californie, Colorado, toujours les 3. Une carte d'anniversaire de mes 16 ans. Mon père avait écrit à l'intérieur, « Murray, j'espère que cette année tu nous donneras quelque chose à célébrer. » Nous avons tout compilé, créé des dossiers, organisé chronologiquement, construit une chronologie qui montrait 23 ans de favoritisme et de négligence systématique. Hélène a tout examiné. Elle a passé des heures à parcourir chaque document, chaque photo, chaque message. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose comme de la colère dans les yeux. « Ce n'est pas seulement une défense, dit-elle. C'est une contre-poursuite. Ce que vos parents ont fait pourrait constituer une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ce qu'Amanda a fait avec cette interview matinale, si nous pouvons prouver qu'elle savait qu'elle mentait, c'est de la diffamation. Et exiger de l'argent pour ne pas vous poursuivre, c'est de l'extorsion. Pouvons-nous gagner? Possiblement. Mais Murray, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Combattre cela sera coûteux, prendra du temps. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. Votre famille va riposter. Êtes-vous prêt pour cela? J'ai pensé à ma réputation détruite, à mon emploi perdu, à mes parents exigeant 50 000 $, à Amanda versant des larmes à la télévision tout en me détruisant.
J'ai pensé à des années passées à être invisible, à réaliser des choses extraordinaires dans des pièces vides, à croire que j'étais peut-être le problème. Je suis prêt, dis-je. Alors on se bat, dit Hélène. Mais nous avons besoin de financement. Je peux faire une partie de ce travail pro bono parce que ce cas m'intéresse académiquement, mais nous aurons besoin de ressources pour les frais de dépôt, les frais de justice, les témoins experts si cela va au procès. Avez-vous quelque chose que vous pouvez utiliser? J'avais mes 60 000 $ d'économie. C'était censé être mon avenir. Mais quel avenir avais-je si je laissais cela se produire? J'utiliserai mes économies, dis-je. Hélène hocha la tête. D'accord, construisons votre dossier. Nous avons passé les 2 jours suivants à préparer. Hélène a rédigé une réponse au procès de mes parents qui non seulement défendaient contre leurs réclamations, mais déposaient des contre-réclamations pour détresse émotionnelle et abus. Elle a préparé une lettre de mise en demeure pour Amanda concernant ses déclarations aux médias. Puis mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu de Californie. J'ai failli ne pas répondre. Murray Murphy. La voix était masculine, confiante, amicale. Oui, c'est moi. Ici Marcus Webb. Je suis le PDG d'Elevation Tech. Nous sommes une start-up dans la Silicon Valley qui travaille sur des plateformes de technologie éducative. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle un PDG m'appelait. D'accord. J'ai vu votre discours à Harvard, l'original, pas le cirque qui a suivi. J'en ai été ému. J'ai suivi ce qui vous est arrivé depuis. Je ne crois pas la version des événements de votre sœur. Quelque chose dans ma poitrine se relâcha légèrement. Merci. Ça compte beaucoup. J'appelle parce qu'Elevation Tech recrute pour notre équipe de stratégie. Nous avons besoin de gens intelligents qui comprennent l'éducation, qui ont une véritable résilience. Je pense que vous seriez un bon candidat. J'aimerais vous interviewer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous voulez m'interviewer, après tout ça? Je veux interviewer le gars qui a prononcé ce discours original, dit Marcus. Mais voici ma situation, mon entreprise croît rapidement. Nous sommes sur le point de réaliser un cycle de financement majeur. Je ne peux pas me permettre de controverse en ce moment. Si je vous embauche alors que ce procès et cette situation médiatique sont toujours actifs, cela pourrait nuire à l'entreprise. Mon espoir s'est dégonflé. Alors, vous ne pouvez pas m'embaucher. Pas encore. Mais je veux vous aider à blanchir votre nom. Mon entreprise a un cabinet de relations publiques de premier ordre sous contrat, Keller Communications. Ils sont les meilleurs dans le domaine. Je vous donnerai accès à eux, sans frais, si vous êtes sérieux au sujet de cette bataille. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que j'étais l'enfant invisible aussi, dit doucement Marcus. Je sais ce que ça fait. Et parce qu'un talent comme le vôtre ne devrait pas être gaspillé parce que votre famille est terrible. Réglez cette situation, blanchissez votre nom, et ensuite, parlons de votre arrivée chez Elevation Tech. Après avoir raccroché, Tyler me regarda. C'était réel? Je crois que oui. Et donc, maintenant? J'ai regardé les preuves éparpillées dans notre appartement, la documentation de la négligence, la chronologie du favoritisme, la preuve que mon discours était vrai. Maintenant, on riposte, dis-je. Hélène a travaillé avec Keller Communications pour élaborer une stratégie. Le cabinet de relations publiques m'a assigné un consultant nommé David Park, spécialisé dans la gestion de crises de réputation. David a tout examiné, toutes les preuves, toute la couverture médiatique, toutes les déclarations de ma famille. Ils ont construit un récit, dit David. Nous devons le démanteler pièce par pièce, méthodiquement. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Nous avons opté pour une approche à plusieurs volets. Premièrement, j'écrirai un article de blog détaillé intitulé « La vérité sur mon discours de Harvard », qui exposerait toute l'histoire avec de la documentation numérisée. Chaque affirmation serait étayée par des preuves. Pas de manipulation émotionnelle, juste des faits. Deuxièmement, David proposerait l'histoire à des journalistes crédibles, pas à des tabloïds. Nous avions besoin d'organes de presse sérieux qui feraient de vrais reportages, pas du sensationnalisme. Troisièmement, Hélène déposerait nos contre-réclamations contre mes parents et enverrait des lettres de mise en demeure à Amanda. Nous faisons tout cela en même temps, dit David. On les frappe avant qu'ils ne puissent coordonner une autre réponse. J'ai passé 2 jours à écrire l'article de blog. J'ai été prudent,
mesurée, factuelle. J'ai inclus des images numérisées de messages textes, de dossiers financiers. J'ai montré la carte d'anniversaire avec le message blessant de mon père. J'ai fourni la chronologie des événements manqués parallèlement aux preuves de mes réalisations, ces événements qui n'avaient pas été célébrés. J'ai écrit sur mon enfance et mon adolescence avec des détails cliniques, comment j'ai appris très tôt que mes accomplissements n'importaient pas autant que la vie sociale d'Amanda. Comment j'ai intériorisé le message selon lequel j'avais moins de valeur. Comment j'ai travaillé 3 emplois à l'université non seulement pour l'argent, mais parce que j'avais besoin de prouver que je pouvais survivre sans eux. J'ai expliqué pourquoi j'avais prononcé ce discours et pourquoi je n'avais pas nommé mes parents directement, parce que j'exprimais une vérité universelle sur l'amour conditionnel, pas que je cherchais à me venger. Ensuite, j'ai abordé l'apparition d'Amanda à l'émission matinale et la couverture médiatique subséquente, soulignant méthodiquement les incohérences dans son histoire et fournissant des preuves qui contredisaient ses affirmations. David l'a révisée, a fait des suggestions mineures, et l'a approuvée. Hélène l'a examinée d'un point de vue légal pour s'assurer que rien ne pourrait être utilisé contre nous. Puis nous l'avons posté sur un site web simple à mon nom et l'avons mis en ligne. David a proposé l'histoire à The Atlantic, au Boston Globe et à NPR. En moins de 12 heures, les 3 ont voulu la couvrir. The Atlantic a publié un long article intitulé « Quand les moments viraux deviennent une guerre familiale, l'affaire Murray-Murphy ». Ils ont interviewé des experts en éducation, des thérapeutes familiaux et des juristes. Ils ont examiné les preuves que j'avais fournies, et leur conclusion fut accablante pour mes parents et ma sœur. Le Boston Globe a adopté un angle local, interviewant mes professeurs et conseillers du lycée, qui ont confirmé que j'avais été un étudiant exceptionnel pratiquement sans soutien familial. NPR a fait un segment radio qui incluait l'audio de mon discours original à côté de portions de l'interview d'Amanda, permettant aux auditeurs d'entendre les différences de tonalité, l'authenticité dans ma voix contre la performance dans la sienne. En 48 heures, le récit a recommencé à changer. Les sections de commentaires se sont remplies de gens qui s'excusaient. Je me suis trompé à propos de Murray-Murphy. Je n'arrive pas à croire que nous soyons tous tombés dans le panneau de sa sœur. Ces retours n'ont pas duré. Ma famille n'avait pas fini. Ils ont intensifié la situation de manière dramatique. Mes parents ont déposé une ordonnance de restriction d'urgence auprès du tribunal du comté de Philadelphie, affirmant qu'ils craignaient pour leur sécurité. Leur requête déclarait que j'avais proféré des menaces et que mon article de blog constituait du harcèlement. Ils ont donné des interviews aux chaînes d'information locales de Philadelphie. Ma mère pleurait à l'écran, mon père avait l'air tiré et effrayé. Nous sommes terrifiés par notre propre fils, a dit ma mère. Harvard l'a changé. Nous ne le reconnaissons plus. Amanda est allée plus loin. Elle a posté sur Instagram que j'avais débarqué à son appartement enragé 3 jours auparavant, frappant à sa porte, hurlant des menaces. Elle a inclus une photo de la porte de son appartement avec un horodatage. C'était complètement fabriqué. J'étais à Cambridge il y a 3 jours avec des témoins et des photos horodatées d'une réunion de groupe d'études pour le prouver. Mais l'accusation a fait la une avant même que quiconque ne vérifie les faits. Les nouvelles locales de Philadelphie s'en sont emparées, la famille du diplômé de Harvard dépose une ordonnance de restriction, craignant des représailles violentes. La couverture était sympathique envers mes parents, les dépeignant comme des victimes de la dépression psychologique de leur fils. Hélène a immédiatement déposé des motions d'urgence pour rejeter l'ordonnance de restriction, mais le tribunal a fixé une audience. Si le juge l'accordait, même temporairement, les dommages causés à ma crédibilité seraient dévastateurs. Marcus Webb d'Elevation Tech m'a appelé. Je vois les nouvelles de Philadelphie. Qu'est-ce qui se passe? Ils mentent, ai-je dit. Tout. Je peux prouver que je n'étais nulle part près de l'appartement d'Amanda. Je vous crois, dit Marcus. Mais ça devient rapidement compliqué. J'ai besoin que vous gagniez cette audience. La pression était immense. L'audience était fixée 3 jours plus tard au tribunal du comté de Philadelphie. Hélène a préparé agressivement, rassemblant mes preuves d'alibi, les déclarations de témoins de Tyler et de mon groupe d'études, les données GPS de mon téléphone montrant que j'étais à Cambridge. Nous avons conduit jusqu'à Philadelphie la nuit précédente. Hélène voulait être trop préparée. Nous avons séjourné dans un hôtel près du palais de justice et avons tout révisé jusqu'à 2 heures du matin. La salle d'audience le lendemain était pleine à craquer. Les médias locaux remplissaient la galerie. Mes parents étaient assis avec leur avocat, Bill Henderson, l'air approprié, inquiet et victimisé. Amanda était là aussi,
portant un maquillage minimal conçu pour paraître stressé et effrayé. Le juge était Harold Martinez, un homme d'une soixantaine d'années réputé pour être traditionnel et sceptique envers les jeunes. Hélène m'avait prévenu qu'il pourrait ne pas être sympathique envers un diplômé de l'Ivy League. Bill Henderson a présenté leur cas en premier. Il a montré l'article de blog, le caractérisant comme une attaque en ligne visant à détruire la réputation de ses parents. Il a diffusé des clips de l'histoire Instagram d'Amanda concernant ma prétendue visite à son appartement. Il a présenté des déclarations de voisins qui affirmaient avoir entendu des cris. Ma mère a témoigné. Elle a pleuré à la barre, parlant de sa peur. Il est de plus en plus instable. Après ce discours, la colère n'a fait que grandir. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Mon père a témoigné avoir reçu des messages textes troublants de ma part. Pressé de les fournir, il a présenté des messages où je demandais clairement juste à nous rencontrer et à parler. Amanda a témoigné en dernier. Elle était convaincante, décrivant un frère qui avait toujours été volatile et qui était devenu obsédé par l'idée de punir la famille. Elle a dit que ma visite inattendue à son appartement était terrifiante. Puis Hélène a commencé notre défense. Elle a présenté mes preuves d'alibi, des photos du groupe d'études avec horodatage me montrant à Cambridge au moment où j'étais censé avoir visité l'appartement d'Amanda à Philadelphie, des données GPS de mon téléphone, des déclarations de témoins de Tyler et de 3 camarades de classe. Elle a montré au juge notre documentation, les emails, les messages textes, les dossiers financiers, tout ce qui prouvait que mon discours était véridique. Elle a méthodiquement démantelé chacune des affirmations de ma famille, montrant des incohérences, fournissant des contre-preuves, démontrant qu'il s'agissait d'un effort coordonné pour me faire taire. Le juge avait l'air sceptique, mais écoutait. Puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Tyler s'est précipité, suivi du collègue d'Hélène à la faculté de droit. Ils avaient l'air bouleversés, mais excités. « Votre honneur, » dit Hélène. « Je m'excuse pour l'interruption, mais nous venons d'obtenir une preuve cruciale. » Le juge Martinez fronça les sourcils. « C'est très irrégulier. » Je comprends, mais cela a un impact direct sur la crédibilité de la pétition d'ordonnance de restriction. Le juge lui fit signe de procéder. Hélène s'approcha du banc avec des papiers. Ce sont des échanges de mails entre Amanda Murphy et une société de production de podcasts appelée Narrative Unlimited. Nous les avons obtenus par des voies légales ce matin. Elle fournit des copies au juge et à Bill Henderson. J'ai vu le visage d'Amanda pâlir. Hélène lut les emails. Ceci est d'Amanda Murphy à un producteur de Narrative Unlimited, daté d'il y a 6 jours, je cite, « Je sais qu'il ne ment pas sur la façon dont ils l'ont traité, mais nous pouvons faire tourner ça à notre avantage. Les gens adorent le drame familial. Je peux me faire passer pour la figure sympathique. Mes parents sont prêts à jouer le jeu si l'argent est là. » Fin de citation. La salle d'audience explosa. Le juge Martinez frappa son marteau. Hélène continua. « Il y a plus, votre honneur. Amanda négociait un accord pour une série de podcasts limités appelée « La trahison de mon frère ». La compagnie de production allait lui verser 75 000 $ pour les droits exclusifs de son histoire. Ces emails montrent qu'elle savait que le discours de Murray était véridique, mais qu'elle s'est coordonnée avec leurs parents pour créer un faux récit à des fins lucratives. Bill Henderson était debout. Objection. C'est scandaleux. Ces emails sont sortis de leur contexte. Le contexte est assez clair, dit Hélène. Amanda Murphy admet par écrit que son frère ne mentait pas, puis procède à mentir sur lui publiquement et coordonne une action en justice contre lui. C'est une conspiration et une fraude. Le juge Martinez lut attentivement les emails. Son expression devint de plus en plus sévère. « Mademoiselle Murphy, dit-il, regardant Amanda. Avez-vous écrit ces emails ? » Amanda semblait sur le point de vomir. « Je peux expliquer. » « Oui ou non ? » ?»« Oui, mais... » « Et vous avez témoigné sous serment que le discours de votre frère était faux et que vous craignez pour votre sécurité ? » »« C'est plus compliqué que oui ou non, mademoiselle Murphy. » L'avocat d'Amanda lui murmura à l'oreille avec urgence. Elle regarda le juge. « J'invoque mon droit du 5e amendement contre l'auto-incrimination. » La salle d'audience explosa à nouveau. Le visage du juge Martinez s'assombrit. « Conseiller Henderson, vos clients ont fait perdre le temps de cette cour avec ce qui semble être un stratagème coordonné visant à diffamer et extorquer le défendeur. La pétition d'ordonnance de restriction est rejetée. De plus,
je renvoie cette affaire au procureur de district pour enquête sur parjure et fraude potentielle. Il regarda mes parents. Monsieur et Madame Murphy, vous devriez avoir honte de vous-même. Votre fils a réalisé quelque chose d'extraordinaire et au lieu de le soutenir, vous avez tenté de tirer profit de sa destruction. Sortez de ma salle d'audience. Le marteau s'abattit avec finalité. Mes parents et Amanda partirent, entourés de journalistes criant des questions. Bill Henderson avait l'air humilié, ramassant ses papiers rapidement et évitant le contact visuel. Hélène se tourna vers moi. Nous avons gagné. Je ne pouvais pas parler, j'ai juste hoché la tête. À l'extérieur du palais de justice, les médias nous ont submergés. Hélène a fait une brève déclaration sur la vérité qui prévaut et la justice rendue. Je n'ai rien dit, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Tyler m'a serré dans ses bras sur les marches du palais de justice. C'est fini, mec. Tu as gagné. Mais je savais que ce n'était pas complètement fini. Il y avait toujours le procès en diffamation, toujours ma réputation détruite à reconstruire, toujours la situation de l'emploi à résoudre. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les retombées de la révélation en salle d'audience furent rapides et brutales pour ma famille. En 24 heures, Narrative Unlimited a annulé publiquement l'accord de podcast d'Amanda et a publié une déclaration prenant leur distance avec elle. Ses sponsors Instagram l'ont immédiatement lâché. Les marques qui lui avaient envoyé des produits les ont réclamés ou ont menacé d'une action en justice. Son nombre d'abonnés a chuté de 23 000 à 6 000, les gens l'abandonnant par vagues. Les articles d'opinion qui m'avaient condamné se sont maintenant retournés contre ma famille. Les vrais méchants dans l'histoire de Murray Murphy. Comment Amanda Murphy a transformé le statut de victime en arme à des fins lucratives. Les parents qui poursuivent leurs enfants, quand la famille devient une transaction. Le procès en diffamation de mes parents s'est effondré. Hélène a déposé une requête en rejet basée sur la preuve présentée au tribunal, et le juge l'a accordée avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas déposer une nouvelle plainte. Plus que cela, le juge leur a ordonné de payer mes frais de justice, près de 30 000 $, qu'Hélène avait méticuleusement suivis. L'entreprise de mon père, Barrett Pharmaceuticals, a lancé un examen interne après que l'histoire soit devenue nationale. Ils ne l'ont pas renvoyé, mais sa réputation là-bas était irrémédiablement endommagée. Ma mère a perdu plusieurs clients immobiliers majeurs qui se sont sentis trahis par ce qu'ils avaient appris sur son caractère. Les accusations de plagiat se sont évaporées sous la loupe. Harvard a publié une déclaration me soutenant, disant qu'ils avaient examiné les allégations et les avaient trouvées sans fondement. Le tabloïd qui avait publié l'histoire originale a posté une rétractation discrète, enfouie sur son site web. Hélène m'a conseillé que j'avais des motifs pour une contre-poursuite substantielle contre mes parents pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et contre Amanda pour diffamation. Nous pourrions potentiellement gagner des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Tyler m'a poussé à y aller. Fais-les payer. Ils le méritent. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas de leur argent. Je ne voulais pas passer plus de mois ou d'années empêtrés avec eux dans des batailles juridiques. Je ne voulais plus qu'ils aient la moindre place dans ma vie. J'ai dit à Hélène que je voulais proposer un règlement. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Nous pourrions gagner gros. »« Je suis sûr. » Hélène a rédigé les termes. Je retirerai toutes les contre-réclamations à 3 conditions. Premièrement, mes parents devaient accepter une thérapie familiale avec un professionnel agréé pendant un minimum de 6 mois, que je choisisse d'y participer ou non. Ils devaient faire face à ce qu'ils avaient fait, même si je n'étais pas là pour l'entendre. Deuxièmement, ils devaient signer un accord légal de ne plus jamais me contacter à moins que je n'initie le contact en premier. Troisièmement, ils ne devaient plus jamais discuter de moi publiquement sur quelque forum, médias social ou autre. Amanda devait signer un accord similaire et publier des excuses publiques admettant qu'elle avait menti. L'avocat de mes parents a appelé Hélène en quelques heures. Ils ont accepté tout. Les excuses publiques d'Amanda sont apparues sur Instagram 2 jours plus tard. Elles étaient brèves, clairement écrites par un avocat, et complètement vides de sens. Je m'excuse pour les déclarations que j'ai faites qui n'étaient pas véridiques. Je regrette le préjudice causé. Aucune élaboration, aucune véritable responsabilité, mais c'était public et c'était quelque chose. Marcus Webb m'a appelé un mercredi matin fin juin. J'ai suivi tout, dit-il.
La décision du juge, votre famille qui recule. Je suis impressionné par la façon dont vous avez géré cela. Merci. L'offre d'emploi chez Elevation Tech est officiellement de retour sur la table. Nous aimerions que vous commenciez en août, comme prévu initialement. Et parce que vous avez traversé l'enfer, nous incluons une prime à la signature de $20 000 et couvrons vos frais de déménagement vers la Californie. J'ai accepté sans hésiter. Les principaux médias qui avaient initialement publié des histoires négatives à mon sujet ont émis des corrections et des mises à jour. Plusieurs se sont excusés directement de ne pas avoir vérifié les affirmations d'Amanda plus attentivement. The Atlantic a fait un article de suivi intitulé « La rédemption de Murray Murphy », qui se concentrait sur la facilité avec laquelle l'opinion publique pouvait être manipulée et sur l'importance de la vérification à l'ère des médias sociaux. Je suis retourné à Cambridge pour emballer mon appartement et me préparer pour le déménagement vers l'ouest. Tyler m'a aidé à trier mes dernières affaires. Nous avons parlé de l'année écoulée, de Harvard, de tout ce qui s'était passé depuis la remise des diplômes. Tu sais ce qui est fou, ai-je dit. Si mes parents étaient juste venus à ma remise de diplôme, rien de tout ça ne serait arrivé. Ou s'ils s'étaient excusés après, ajouta Tyler. Ils n'allaient jamais s'excuser. Cela nécessiterait de me voir comme une personne qui en méritait une. Tyler resta silencieux un instant. Penses-tu que tu leur parleras un jour à nouveau? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas parce que j'ai besoin qu'ils me valident encore. C'est ça la différence. Lors de ma dernière nuit à Cambridge, j'ai marché seul dans Harvard Yard. Le campus était plus calme en été, moins d'étudiants, moins de touristes. Je me suis tenu devant la Memorial Church où j'avais prononcé mon discours 6 semaines plus tôt. Cela ressemblait à une vie. Mon téléphone vibra. Un email des relations avec les anciens de Harvard. Ils voulaient présenter mon histoire dans le prochain magazine des anciens dans le cadre d'une série sur la résilience et l'intégrité face à l'adversité. Le titre proposé était « Le discours qui a tout changé ». J'ai souri et j'ai enregistré l'email pour y répondre plus tard. Janet Carlson de Whitman & Associates m'a également envoyé un message. L'entreprise de Richard Peterson avait été exposée dans un scandale de fraude fiscale sans rapport. Peterson a démissionné en disgrâce, et sa société de médias était vendue en morceaux. Janet a dit que le cabinet n'avait plus besoin de l'apaiser, et que si jamais j'étais intéressé par le conseil dans quelques années, ils aimeraient reprendre contact. J'ai répondu poliment en déclinant. J'étais passé à autre chose. Whitman & Associates représentait une version du succès que je ne voulais plus, une où la vérité pouvait être sacrifiée pour les relations clients, où l'intégrité était négociable. Tyler m'a conduit à l'aéroport par un matin ensoleillé doux. Nous avions été colocataires pendant 4 ans, meilleurs amis à travers tout. Tu vas tout déchirer en Californie, dit-il au départ. Viens me rendre visite une fois que tu auras fini tes études de droit, lui ai-je dit. Elevation Tech embauche toujours des avocats. Nous nous sommes serrés dans nos bras et je me suis dirigé vers ma porte d'embarquement. Dans l'avion, alors que nous montions à travers les nuages au-dessus de Boston, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. La négligence et la solitude de mon enfance. La détermination silencieuse qui m'avait porté à travers le lycée et l'université. Le moment où je me suis tenu sur cette scène de remise des diplômes et où j'ai dit ma vérité. J'ai pensé au prix que j'avais payé pour cette honnêteté, l'emploi que j'ai perdu, la réputation détruite, la famille qui a essayé de me briser complètement plutôt que d'admettre ses échecs. Mais j'ai aussi pensé aux alliés inattendus. Tyler, qui est resté à mes côtés quand il aurait été plus facile de prendre ses distances. Hélène, qui a vu l'injustice et a décidé de se battre. Marcus, qui a cru en moi alors que ma carrière semblait détruite. Même les inconnus sur les médias sociaux qui, après avoir vu les preuves, se sont excusés d'avoir jugé trop vite. J'ai réalisé quelque chose d'important. L'absence de mes parents à la remise des diplômes n'était pas la tragédie que je pensais. Leur absence était en fait la preuve finale que je n'avais plus besoin d'eux. J'avais réussi à entrer à Harvard, obtenu mon diplôme comme major de promotion, et construit un avenir entièrement grâce à ma propre force. Ils ne m'ont pas fait, ils ont juste échoué à me briser. Le discours est devenu viral parce qu'il a touché des gens qui s'étaient sentis invisibles, qui avaient été le mauvais enfant, qui avaient accompli des choses extraordinaires dans des pièces vides. Il comptait parce qu'il était vrai. Et la vérité résonne, même quand elle est inconfortable. Et oui, mes parents ont finalement appelé après l'avoir vu à la télévision. Mais à ce moment-là,
leurs appels ne signifiaient plus rien. Leur panique et leur gestion des dégâts m'ont montré exactement qui ils étaient, des gens plus préoccupés par leur image que par la douleur de leur fils. J'ai appris que la famille n'est pas toujours constituée des personnes qui partagent votre sang. Parfois, c'est le colocataire qui vous aide à rassembler des preuves à 2 heures du matin, la professeure qui prend votre cas pro bono parce qu'elle croit en la justice, le PDG qui offre son aide quand vous êtes au plus bas parce qu'il se voit dans votre lutte. La femme à côté de moi dans l'avion m'a demandé pourquoi je m'envolais pour San Francisco. Je commence un nouvel emploi, ai-je dit. Un nouveau départ. Elle a souri. Tant mieux pour vous. L'avion s'est stabilisé au-dessus des nuages, se dirigeant vers l'ouest, vers un avenir que j'avais construit moi-même, vers une vie libérée des personnes qui me voyaient comme invisible. Mon téléphone avait une barre de Wi-Fi en mode avion. Un message de Tyler est arrivé. Tu l'as fait. Je suis fier de toi. J'ai répondu par SMS, nous l'avons fait, parce que c'était la vérité aussi. Je n'ai pas gagné seul. J'ai gagné parce que lorsque ma famille de sang m'a abandonné, j'ai trouvé des gens qui ont choisi de se tenir à mes côtés. J'ai gagné parce que j'ai refusé de laisser leur récit devenir ma réalité. J'ai gagné parce que je me suis battu pour moi-même quand personne d'autre ne l'aurait fait. L'hôtesse de l'air est passée avec les boissons. J'ai commandé un ginger ale et j'ai regardé le ciel infini. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée lorsque j'avais écrit ce discours de remise de diplôme. Je pensais que mes parents l'entendraient peut-être, ressentiraient une certaine honte, me contacteraient avec des excuses. Je pensais que l'exposition mènerait à la réconciliation. Au lieu de cela, l'exposition a mené à la guerre. Et gagner la guerre signifiait accepter que la réconciliation ne viendrait peut-être jamais, et apprendre à vivre avec ça. Certaines familles guérissent, certaines familles ne guérissent pas. La mienne ne l'a pas fait. Mais moi, j'ai guéri, et c'était suffisant. Le commandant de bord a annoncé que nous atterririons à San Francisco dans 4 heures. 4 heures avant que ma nouvelle vie ne commence officiellement. 4 heures avant de descendre de cet avion en tant que quelqu'un qui avait survécu à la tentative de destruction de sa famille et qui en était ressorti plus fort. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de me sentir sincèrement fier pour la première fois depuis des semaines. Fier du discours que j'ai prononcé, fier du combat que j'ai mené, fier de la personne que j'étais devenue malgré tout ce qui jouait contre moi. Lorsque nous avons atterri, j'ai pris mon bagage à main et j'ai marché vers le soleil californien. Marcus Webb avait envoyé une voiture pour venir me chercher. Le chauffeur tenait une pancarte avec mon nom. « Bienvenue à San Francisco, Monsieur Murphy », dit-il. « Merci », ai-je dit. « C'est bon d'être ici, et je le pensais. » Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix avec votre famille et défendre votre propre vérité? Avez-vous été l'enfant invisible, celui dont les réalisations sont passées inaperçues pendant que quelqu'un d'autre recevait toute l'attention et le soutien? Comment avez-vous géré cela? Êtes-vous resté silencieux, ou avez-vous parlé? Et qu'en est-il du pardon? Pensez-vous que certaines actions sont trop blessantes pour être pardonnées, ou croyez-vous que les familles devraient toujours trouver un moyen de se retrouver, quoi qu'il arrive? Je suis curieux de connaître vos histoires, vos perspectives, vos propres expériences avec des dynamiques familiales qui n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui est aux prises avec des choix similaires. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes senti invisible ou sous-estimé ou pris entre l'honnêteté et la loyauté familiale, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires, et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans sa lutte.